vous montrer cette première image qui, en fait, est le croisement de mes deux champs de recherche. J'avais prévu de me présenter de la sorte. Vous avez mentionné le livre « Penser et agir par le souterrain ». Penser la ville et agir par le souterrain. Là, on y est. Bon, il y a à la fois les risques et à la fois le souterrain. Voilà, ça peut donner ça. Ça peut donner ça aussi. Là, c'est la version un petit peu... c'est le négatif. C'est-à-dire, c'est une construction souterraine prévue pour accueillir de l'eau et éviter que ça inonde en surface. Donc là, on est dans un bassin de rétention des eaux qui se trouvent sous la surface. Ce qui fonde ma recherche au départ, c'est de confronter la ville, enfin c'est la confrontation de la ville avec des espaces qui a priori sont moins favorables, je ne vais peut-être pas dire hostiles, mais moins favorables. L'espace souterrain est un espace assez peu favorable pour y développer de la ville, parce que c'est plus compliqué en termes de technique et que du coup ça coûte un peu plus cher. Et donc il y a tout un ensemble de facteurs qui font que les villes investissent un peu moins le souterrain que la surface ou l'aérien. Il y a d'autres facteurs aussi qui sont l'image qu'on a du souterrain. Et les espaces inondables, comme d'autres espaces, sont des espaces qui... alors soit on oublie qu'ils sont inondables et puis on y va, et là c'est très simple. Sinon, ça demande un certain nombre de précautions. Et donc, c'est ces questions qui m'intéressent, c'est comment on va faire de la ville. Notamment, on parle de climat, on parle de... Alors, je ne vais pas être très catégorique, mais ça pose quand même la question de la densité urbaine. Et comment, si on se met dans une hypothèse que la densité urbaine est un élément favorable de la... on va dire pour les questions climatiques, comment va-t-on faire de la densité urbaine si on refuse d'aller dans le souterrain, si on refuse d'aller dans les espaces inondables, si on refuse d'aller dans les espaces bruyants, si on refuse d'aller, etc., etc., on n'y arrivera pas. Donc il y a un moment où il faut que la ville puisse aller sur des espaces où il y a un certain nombre de contraintes, où c'est moins favorable. Tout ça, encore une fois, dans l'hypothèse que la densité est plutôt un élément à privilégier par rapport aux questions climatiques. Alors, 3 remarques introductives, puisque cette conférence parle des extrêmes climatiques. L'événement exceptionnel, ça s'inscrit toujours dans une famille d'événements moins remarquables. C'est-à-dire qu'avant d'avoir la crue centenale ou la crue plus que centenale, généralement, on a quand même eu un certain nombre de crues et on aurait pu en tirer un certain nombre de leçons. On aurait pu apprendre des choses sur ces crues plus faciles à gérer. Ensuite, de quel phénomène naturel parle-t-on ? Alors dans mon exposé, on va parler surtout de crues. Encore une fois, c'est loin d'être... en tout cas, c'est l'élément que je maîtrise le plus. Mais on aurait pu parler d'îlots de chaleur, de beaucoup d'autres événements. Alors la crue, il s'avère que je maîtrise un petit peu plus ça, donc on va essayer de se concentrer là-dessus. Mais il y a un certain nombre de leçons, en tout cas vous verrez dans la conclusion que j'essaie d'en tirer des leçons sur d'autres types de risques. Et puis, de quelle ville parle-t-on ? Il y a un peu de tout, en fait. Il y a un peu de tout. Il faut faire attention parce qu'on a souvent l'habitude de parler exclusivement des grandes villes ou des zones, de zones très particulières. Mais c'est surtout sur les grandes agglomérations que se pose la question de gestion des risques. En prévention. Les autres, c'est en réaction suite à des catastrophes. Alors, observation, j'aurais pu le mettre au pluriel d'ailleurs. Il y a quelques années, 2004, il y a cette carte qui est affichée par un site du ministère. Et donc cette carte représente les zones inondables.
Plus exactement, elle représente les communes déclarées inondables d'après les préfectures. Et à côté, à peu près à la même période, on peut avoir une carte sur les évolutions démographiques. C'est-à-dire que les zones rouges sont les zones qui ont tendance à avoir une croissance de population, quand les zones bleues, je parle de la carte perspective d'évolution, sont les zones qui auraient une décroissance démographique. Et on s'aperçoit que finalement, ça se superpose assez bien. C'est-à-dire que les communes inondables sont les communes qui ont une perspective d'évolution démographique positive. Donc on a une sorte de challenge là, qui est finalement on a des communes inondables, elles ne sont pas forcément 100% inondables, vous allez me dire, mais globalement on est sur des territoires inondables qui attirent de la population. Donc on est sur un croisement, je vous parlais des questions de densité avant, mais là on est sur un autre type de croisement qui est plus spatial, qui va être visiblement difficile à résoudre. Alors, il est effectivement difficile à résoudre quand on regarde quelques années plus tard le nombre de logements exposés aux inondations. On s'aperçoit que cette carte aurait pu se superposer encore une fois aux deux premières, c'est-à-dire que dans les zones où il y a une croissance démographique et qui sont inondables, il y a des logements exposés aux inondations de manière relativement importante. Donc les inondations, enfin les catastrophes qu'on retrouve très régulièrement, même si à chaque fois on nous dit qu'elles sont exceptionnelles, dans la zone sud-est, et on peut déjà prédire qu'il y en aura, quoi. Enfin, c'est absolument clair à travers ces trois cartes, et ce qui fait réfléchir sur une stratégie de gestion des risques, c'est aussi l'inefficience de la politique actuelle. Quand on regarde la variation du nombre de logements en zone inondable, par exemple, où on voit que dans des communes qui sont soumises à des plans de prévention des risques contre les inondations, donc la barre jaune claire, on arrive à construire dans des communes, dans des départements, là en l'occurrence, plus de 8000 logements dans le Val-de-Marne, plus de 7500 dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, plus de 6200. Il y a en plus une petite partie dans des zones qui seraient non soumises à des plans de prévention des risques d'inondation, donc non couvertes par la réglementation française. En tout cas, malgré la réglementation, la pression démographique sur ces territoires inondables engendre la construction de logements et de manière relativement massive. Si on s'approche de l'Île-de-France, vous avez sur cette carte les projets. Alors vous le voyez dans la zone inondable, oui, le projecteur est assez bon, donc vous voyez ces projets donc, qui sont représentés dans une couleur très, très sombre, et ceux qui sont entourés d'un trait bleu sont situés en zone inondable. Donc ça, ce sont tous des projets d'aménagement qui actuellement se situent, encore une fois, dans des zones inondables. Pour prendre un peu la mesure des enjeux, donc vous êtes sur l'Île-de-France, vous voyez un petit point rouge, il se situe à Vitry. Donc si on approche, vous avez une espèce d'arc qui est en noir, c'est la zone des Ardoines, et le point rouge, voilà, il a commencé à avoir une géométrie, c'est ce rectangle. Et si je zoome encore, donc ce rectangle c'est ça, et c'est pas loin d'être la taille de Xynthia. Donc je vous le remets à l'envers. Voilà ce que représente Xynthia à l'échelle de l'Île-de-France. Donc les inondations qu'on a eu à gérer actuellement en France sont relativement modestes par rapport aux enjeux que nous avons.
Alors, bon, des travaux menés avec l'Université de Mons également. Quand je vous parle de cette zone à Vitry, on est sur une échelle de quartier. En fait, juste à côté, c'est les Ardoines. Vous avez vu les Ardoines un peu plus grands. Les Ardoines, c'est quelque chose qui fait... C'est un ensemble qui fait à peu près 200 hectares. Et cette échelle du quartier, elle nous interpelle un petit peu à Marne-la-Vallée parce que finalement, il y a très peu de recherches sur on va dire cette échelle spatiale à cette dimension. On a des recherches sur la partie bâtiment. Il y a eu des projets de recherche européens, il y a eu un certain nombre de choses. Il y a des éléments sur des grands territoires, mais sur l'échelle quartier, il y a finalement assez peu de matière. Or, si vous voulez voir ce qu'on appelle des quartiers résilients maintenant, enfin en tout cas des exemples de résilience urbaine, vous allez visiter des quartiers. Donc il y en a qui sont plus ou moins affichés. Ceux qui sont très affichés sont souvent les quartiers allemands. Il y en a un qui est à Fun City, à Hambourg, qui est, je pense, l'endroit où passent tous les urbanistes dès qu'ils ont un projet à faire dans un secteur inondable, qui est un lieu assez... avec des investissements conséquents et qui a une échelle de quartier. Donc on a un problème quelque part, c'est d'avoir une construction de la résilience, on verra ce que ça veut dire après, mais qui est à l'échelle du quartier, ou de la ZAC, ça dépend du pays, en France on va dire de la ZAC, et puis une absence de recherche à cette échelle spatiale. On va aller sur un de ces quartiers. Je vais vous montrer celui de Zollhafen. Je ne l'ai peut-être pas marqué. Si, c'est celui, voilà, Zollhafen. Donc, qui est à Mayence. Zollhafen, c'est ce rectangle rouge, qui est l'ancien port de Mayence. Alors, pour diverses raisons, le port fallait qu'il s'étende, il était un peu bruyant, il fallait qu'il se modernise, etc. Et donc il s'est déplacé de quelques mètres, on va dire à peine quelques centaines de mètres. Il va se situer ici. Et donc l'ancien port qui est là devient un quartier de Mayence, un quartier au sens logement, bureau, etc. Et permet à une partie de la ville de retrouver un accès au fleuve qu'elle n'avait plus. Donc ça se situe, alors, je ne sais pas si c'est très intéressant, ça se situe dans un espace qui est pour l'instant est un port qui est parti. Donc des plateformes comme ça, et puis là on va avoir... donc ça c'est un ancien bâtiment qui reste. Il reste 2 anciens bâtiments sur la zone. Et c'est le bâtiment, c'est la maison du projet, le Kunsthal. Et vous voyez là l'autre bâtiment restant. L'ensemble de la zone, autrement, est situé à ce niveau-là, qui est un niveau quand même relativement haut, parce qu'il y avait eu du remblai, pour pas que le port soit inondé, et qui devient un projet d'aménagement en zone inondable dont la construction est lancée et qui va se faire sur la base de ce plan. Alors, qu'est-ce que cela nous donne? Vous avez ici une ligne qui est, on va dire, la ligne de vie, c'est-à-dire la route qui reste hors d'eau, même en cas d'inondation relativement importante, sachant que par ici, il passe un petit muret qui est censé protéger le reste de la ville. Donc,
Le reste de la ville qui est derrière est protégé par un muret qui passe là. L'évolution réglementaire fait que on n'a plus le droit de mettre un muret, une digue le long du fleuve, parce que c'est la conséquence d'une digue qui serait là, ça serait de reporter l'eau, finalement de faire monter un petit peu le niveau de l'eau, parce qu'il y aurait tout le stockage de débordement qui ne se ferait pas, et donc de reporter un peu le risque sur l'aval, d'augmenter le risque sur l'aval. Donc ce sont des choses qui sont maintenant totalement interdites à peu près partout en Europe. Donc Mayence, voilà deux images anciennes, hein. On est sur le secteur qui est ici. Donc il y avait un bras, Livrain, qui a été finalement comblé partiellement, c'est-à-dire qu'ils ont gardé l'intérieur du bras comme bassin, avec un ensemble d'éléments. Donc moi je ne vais pas beaucoup insister sur les plans, même si on reviendra dessus, sur les plans d'aménagement, mais sur ce qui est important et crucial, je pense, c'est tout le travail que fait la maîtrise d'ouvrage, et qui est même plus que la maîtrise d'ouvrage. Enfin, c'est un système assez complexe qui associe les instances locales et puis des capitaux privés et un certain nombre de sociétés qui sont semi-publiques, dont une sorte de consortium qui va assurer la maîtrise d'ouvrage. Donc c'est une formule un peu plus complexe que ce qu'on a l'habitude de voir en France, et qui va produire des guides qui sont à la fois pour les architectes urbanistes, enfin pour les architectes plutôt, ceux qui vont faire les bâtiments, et à la fois pour les futurs occupants. Tout ça à travers des ateliers participatifs, etc. Donc là, vous voyez cette fameuse ligne de vie qui passe le long. Ça, c'est le bâtiment, les deux bâtiments restants, donc le Kunsthal. Un certain nombre d'événements. Alors là, c'est la ligne rouge étant la ligne qui protège le reste de Mayence, donc l'espèce de digue historique qui reste, qui est relativement basse, hein, elle fait à peu près 50 cm de haut environ, et qui protège pour un événement bicentenal. Donc les hauteurs à Zollhafen, on a vous voyez une crue centenale, c'est-à-dire ce qui se note 1 sur 100, parce qu'une crue centenale, le terme de centenale veut dire que tous les ans, on a une chance sur 100 d'avoir cette crue. Voilà. Donc la bicentenale, on a une chance sur 200, et puis celle-ci, elle a un facteur de sécurité, on va dire en plus, qui est de l'ordre de 50 cm, donc on arrive à 87 mètres d'altitude, et là on a une crue millénale, une chance sur 1000, qui correspond à peu près qui correspond même exactement, je n'entends pas, au seuil de protection de nos centrales nucléaires en France. Il faut savoir qu'on a sur chaque centrale, normalement, une chance sur 1000 qu'elle soit inondée tous les ans. On a quelques centrales quand même, finalement le risque n'est pas si... ça fait une vingtaine d'années qu'on a une vingtaine de centrales, donc finalement, au bout d'un moment, on se dit, on a quand même pris un certain risque par rapport à ça. Bien sûr, elles sont au bord de l'eau. Alors, les scénarios, ce sont ceux-ci. Vous avez l'espace de Zollhafen avec 84. Donc 84, c'est... non, 86-20, c'est la centenale. Donc 86-20, ça a une inondation centenale. Vous voyez, il n'y a toujours pas d'eau. Je vous disais que c'est quand même assez remblayé parce que c'est une plateforme portuaire. Et puis 86-53, on commence à avoir de l'eau qui arrive sur le territoire, et à 87 mètres, on est inondé.
Il n'y a plus de secours possible par les routes, elles sont elles-mêmes inondées. Et par contre, les logements ne sont pas affectés. Mais 87 mètres, on est quasiment à la crue millénale. Donc si je peux dessiner sur les plans. On m'a expliqué. Donc le guide de projet. Donc tous ces documents sont aussi en ligne sur Internet, c'est-à-dire que vous pouvez aller les consulter assez facilement. La stratégie qui est sur l'adaptation des logements, elle est basée sur quatre solutions, en fait. Donc chaque architecte qui va venir construire aura le choix entre 4 choses. Soit il se met au-dessus, sur pilotis, soit il protège. Alors il protège au droit de ses murs, avec des murs étanches, des portes étanches, etc. Ce qu'on trouve par exemple, beaucoup sur le quartier d'Hambourg, et qui était la photo d'introduction, en fait, la photo où il y avait mon nom, c'était une photo d'Hambourg. Et soit une protection qui est juste à côté. Alors, ça se fait, finalement, cette solution-là, je crois qu'elle a été assez reprise par pas mal de... C'est-à-dire, on protège à travers des éléments du mobilier urbain, des éléments qui sont autour du bâtiment, et qui tout d'un coup peuvent se fermer. Ou alors, le bâtiment laisse rentrer l'eau et laisse repartir l'eau et n'est pas impacté. C'est un point de vue un petit peu rapide, je vais faire encore plus rapide dans la synthèse. Parce que là, je vais vous faire une approche sur deux quartiers. Westhafen à Francfort, qui lui est construit, que vous voyez ici, qui est construit depuis quelques années, peut-être même des décennies, et Zollhofen. La façon dont on les analyse dans notre métier, pour essayer d'en ressortir des éléments en tant que chercheur, de ces quartiers, et là je vous en montre que 2, mais il y en a toute une panoplie maintenant, elle est sur 3 points. Le premier point, c'est la relation qu'a ce quartier avec son environnement, qui nous semble être un des facteurs de risque principal. Le facteur de risque principal. Le deuxième point, c'est comment ça se passe à l'intérieur de ce quartier, entre les éléments. J'éviterai de vous parler d'un terme qui s'appelle SMART, qu'on entend partout. Et le troisième point, c'est comment ça se passe chacun de ces éléments. Alors, pour Zollhofen, on a un certain nombre de connexions comme ça qui sont prévues dans l'analyse entre le lien entre le quartier et son environnement. Et puis, à l'intérieur, on ne va pas détailler, mais à l'intérieur, ces lignes de vie permettent de lier les éléments entre eux. Et on a un étagement des fonctions qui permet aux fonctions les plus vulnérables de se trouver bien au-dessus de la ligne d'eau, avec les 4 stratégies dont on a parlé. À Francfort, voilà une image de Francfort. Vous avez de l'eau qui peut arriver jusque par ici. Ouais, on va dire par ici à peu près. C'est aussi une ancienne plateforme portuaire qui s'est déplacée, ce qui est très souvent le cas finalement dans les quartiers résilients en Allemagne, puisque Hambourg c'est la même chose. Et cette plateforme portuaire, elle a donné lieu à la création de bâtiments. Donc là-dessous, voilà ce qu'il y a, c'est du parking. Et donc, même chose, on regarde comment sont connectés le quartier à l'environnement urbain, enfin comment on assure toujours les déplacements et choses comme ça.
Et puis, même chose, en fait, on remarque quasiment toujours sur les quartiers les questions d'étagement des fonctions. Et puis, donc, comment se passent les liens entre les composants là-dedans et comment on gère les composants eux-mêmes, sachant que les composants eux-mêmes à Westhafen sont tous inondables, parce que les parkings sont tous inondables. Donc il y a un niveau de seuil. Quand l'eau commence à arriver, vous avez, alors on voit un tout petit ici, des mini-barrières qui peuvent se mettre devant les parkings, très très faibles, qui font de l'ordre d'une quarantaine de centimètres, et après on inonde les parkings, parce que la pression de l'eau serait trop importante, et puis parce que, de toute façon, on a un peu l'obligation de laisser rentrer l'eau dans les espaces urbains quand on aménage maintenant. Donc c'était quelques constats, on va dire, préliminaires, à la fois sur le côté grande échelle et sur le fait qu'on aménage dans ces zones à risque, et la deuxième partie sur quelques quartiers où on se pose la question de comment aménager. Maintenant, une deuxième partie sur qu'entend-on par risque, comment on approche les risques. Alors, une image du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup ce qui s'est passé là-bas, bien ce qui s'est passé là-bas. Un tremblement de terre très important. Certains disent que c'est ce qu'on a mesuré de plus fort actuellement, pas à Lisbonne, hein, dans le monde. Et derrière, comme ça se passe sur les volets côtières, une vague qui va créer un certain nombre de dégâts, puis des incendies. Donc la ville qui finalement subit une série de catastrophes, du tremblement de terre, l'eau et les incendies. Et à cette époque, il va y avoir Rousseau qui va avoir un certain nombre de débats sur le fait que à un moment, ce n'est plus la fatalité. Ce n'est plus la fatalité, et c'est à l'homme d'agir. Alors Rousseau propose à l'homme d'arrêter de s'installer dans des lieux dangereux et dans des conditions défavorables. Donc à cette époque-là, sur cet événement, donc il va s'opposer dans un certain nombre de correspondances avec Voltaire, qui avait écrit le poème sur les désastres de Lisbonne. Et il va y avoir des oppositions, et ce qui est à retenir, alors déjà, c'est que ce qui va être le plus destructeur, c'est certainement les incendies, qui n'est pas une cause naturelle, une cause finalement urbaine, anthropique. Et puis, sur le fait qu'on est en train d'avoir un basculement d'un risque vu comme une fatalité à un risque sur lequel on aurait une responsabilité et une prise. Ça nous amène finalement, peut-être un peu progressivement, là je fais un petit bond, mais sur quelque chose qui est toujours de ce ordre-là dans la définition du risque en France. À savoir qu'on a d'un côté un événement naturel qu'on appelle un aléa, qui est ici, et de l'autre côté, on a des enjeux, alors on va dire des enjeux des bâtiments, hein, si vous voulez, des enjeux qui ont une certaine vulnérabilité, historiquement vue comme une fragilité, et le croisement d'un aléa sur des enjeux qui sont plus ou moins fragiles va créer du risque. Donc un aléa qui s'exprime sur des territoires où il n'y a rien, ce n'est pas un risque. Un énorme séisme au milieu de nulle part n'est pas un risque.
un séisme sur des enjeux qui seraient extrêmement résistants ne serait pas un risque. C'est vraiment le croisement entre une fragilité territoriale, une fragilité des enjeux, et l'événement. Et ce risque a des impacts qu'on va ensuite classer directs, indirects, immédiats, différés, tangibles, intangibles, etc. Il y a toute une classification des impacts. Mais on est, on va dire, orienté assez fortement par l'aléa. Ce n'est pas un croisement comme cette figure le montre, mais c'est plutôt un aléa qu'on va appliquer, enfin on va regarder, on va étudier l'aléa de manière très opérationnelle, on a plein de modèles pour faire tout ça. On va plaquer cet aléa sur un territoire, regarder les enjeux, la fragilité de ces enjeux, et on va vous donner le niveau de risque. Donc on est toujours sur finalement ce qui est sorti du tremblement de terre de Lisbonne. On n'a pas beaucoup évolué dans la conception qu'on se fait des risques urbains. On a beaucoup évolué dans la mesure, dans le calcul et tout ça, mais on est sur le même schéma de pensée. De quoi parlons-nous quand on parle d'aléas? Alors, on ne va pas lire les tableaux, j'en ai 3 aussi infects les uns que les autres. C'est juste pour vous dire que tout d'un coup, on va spécifier l'aléa, et là je ne parle que d'inondation. En inondation de plaine, de nappe phréatique, littoral, estuaire, en fonction des espaces, rapides, subites, éclairs, pluvial urbain, débats glaciaires, rupture accidentelle d'ouvrage, etc. Les aléas, on les a étudiés dans tous les sens. En tout cas, on a fait des typologies incroyables. Lente de plaine, une inondation lente de plaine n'est pas une remontée lente de nappe phréatique, n'est pas une inondation littorale. Sauf que je vais être un petit peu tranché. À un moment, c'est quand même il y a de l'eau dans la ville, quoi. Alors, elle n'arrive pas toujours à la même vitesse, mais bon, on est quand même confronté à un aléa qui est de l'eau. Inondation lente de plaine, alors là, vous avez il y a des décès, où est-ce que c'est arrivé, là, j'ai quelques exemples. Ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'il y a dans ces inondations-là une qui, pour moi, sort du lot, c'est celle qui est la rupture accidentelle d'ouvrage. Lorsque vous avez une inondation par rupture accidentelle d'ouvrage, vous êtes créé votre risque. Alors, on va en prendre quelques-uns de risques. La Nouvelle-Orléans, s'il n'y a pas de digue, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de catastrophe, mais la catastrophe est nettement moindre. Xintia, c'est la même chose. Je ne vous parle pas du barrage de Malpasset, qui avait une fonction qui n'était pas de protection contre les inondations. Mais la Nouvelle-Orléans, ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans, c'est que pendant la nuit, l'eau va passer au-dessus de la digue. Il va y avoir des ruptures des digues, etc. Mais l'eau qui serait montée très progressivement dans la ville et qui aurait mis un certain nombre d'heures à monter tranquillement, en plus en journée, en fait, elle va passer derrière la digue de manière extrêmement violente au milieu de la nuit. Donc au milieu de la nuit, vous avez de l'eau qui monte très très rapidement dans des maisons qui n'ont pas d'évacuation par le haut. Les gens sont bloqués dans leur maison et il fait nuit, ils n'ont pas d'électricité forcément, il n'y a plus d'électricité, et l'eau monte dans les maisons extrêmement rapidement. C'est quelques... ça met... on va dire qu'en une demi-heure, il monte plus d'1 mètre d'eau, largement même, et les gens ne peuvent pas sortir. Sans la digue, tout le monde serait parti. Tout le monde aurait eu le temps de monter sur son toit.
Bon, après, il reste en principe un certain nombre de morts dans ces situations-là, mais c'est souvent des personnes qui ont des difficultés à se déplacer, voilà, des gens en situation très, très vulnérable. Mais on va dire 98% de la population, quelque chose comme ça, pourrait se sauver par elle-même. Donc la rupture accidentelle d'ouvrage est quand même un risque qu'on impute à l'inondation, mais qu'on pourrait tout autant imputer à notre action. On a parlé d'incertitude, ça tombe bien, c'est un sujet que j'aime bien. Alors, ça fait, comme je vous ai déjà dit, ce qui était une crue centenale, etc. En fait, toutes ces questions d'aléas, en dehors du type d'aléas dont on parle, elles sont liées à un niveau de référence, on va dire un débit de référence. La question, c'est combien de mètres cubes par seconde il passe dans la Seine pour une crue centenale. Donc, quelle est la chance chaque année, quel est le débit qui potentiellement a une chance sur 100 de se produire dans l'année dans la Seine. Donc la question, c'est combien de mètres cubes par seconde cette crue centenale. Pour faire ça, on a un certain nombre de mesures, donc tous les jours, même toutes les heures, voire même toutes les minutes, on mesure le débit qui passe actuellement dans la Seine. Et donc, alors pour la Seine, ça fait plus d'un siècle qu'on fait ça. Donc ça, c'est l'incertitude, la donnée de départ qui va servir aux hydrologues à calculer ce débit qui est rare, qu'ils n'ont jamais vu. En l'occurrence, ils ont vu une fois un grand débit en 1910, puis quelquefois des débits un peu moins grands. Et dans la mesure de ce débit, je vais vous dire qu'il y a 50% d'erreurs sur la mesure de ce débit. Alors vous allez me dire, non, c'est pas possible. Enfin, on a des super ingénieurs, tout ça. Oui. Dans le débit qui passe dans la Seine aujourd'hui, j'ai pas de doute sur le fait qu'ils le mesurent très bien. Mais le débit qui passait dans la Seine en 1910, là, je suis quasi certain qu'ils ont une grosse incertitude sur ce débit. Pourquoi? Parce qu'en 1910, l'appareil de mesure, normalement, il n'était plus en état de mesurer. Il était prévu pour monter à ce niveau-là, il était inondé. Dans la Seine, il passait un certain nombre d'objets qui devaient se bloquer sous les arches des ponts, etc., faire monter les débits, etc. Enfin, il y a tout un ensemble d'événements qui font qu'il y a 50% même à minima, on va dire, hein, sur les grands débuts, d'incertitude sur la mesure. Alors, je vous le dis, mais en fait, je le tire dans un certain nombre de travaux, notamment ceux-ci qui les récapitulaient. Et c'est cette mesure, finalement très incertaine, qui va nous servir à évaluer le débit de référence. Donc, on a cette mesure. Tous les jours, il passe tant de mètres cubes par seconde, etc. Et l'idée, c'est de savoir quel est le débit de la crue centenale. Quel est le débit, une chance sur 100 de se produire. Donc là, on a une opération qui est de l'extrapolation. Qu'est-ce qui se passe après? Pour faire ça, il y a des modèles statistiques qui existent. Alors, je vais peut-être dessiner. Vous avez les petits carrés noirs. Les petits carrés noirs sont les données qu'on avait dans une série de données sur une rivière qui s'appelle Orbe. Donc ces petits carrés noirs, ils ont été rangés. Vous voyez en bas, le T, c'est la période de retour. Et en ordonnée, donc verticalement, c'est le nombre de mètres cubes par seconde. Donc vous avez, puisqu'on a un certain nombre de données, on arrive à les placer comme ça sur ce graphe. Et un hydrologue, en France, mais dans beaucoup de pays, applique systématiquement
un même modèle statistique d'extrapolation, le modèle de Gumbel, que vous voyez ici, qui en fait se représente sur ce genre de graphique, qui n'est pas linéaire, hein, mais par une droite. Et donc on cale la droite sur les valeurs, et on va voir, pour ce t qui est à 100, quelle est la valeur donc, d'un temps de retour centenal. Donc là, si on regarde le point qui croise notre valeur 100, donc cette barre noire verticale, et ma droite en pointillé rouge, on a un débit qui est un peu en dessous de 1000 m³/s, qu'on peut lire sur l'axe des ordonnées. Si on prend un autre modèle statistique, qui, d'un point de vue mathématique, on est vraiment, ça se passe d'un point de vue mathématique, semble mieux répondre à la répartition des données et semble donc plus cohérent. L'intersection de cette courbe bleue, la courbe du modèle Fréchet, avec donc mon débit que je cherche qui est centenal, donnerait une valeur qui est plutôt de l'ordre de 1750 m³/s. Donc, juste en prenant deux modèles mathématiques, qui ne sont pas forcément les plus opposés, hein, on a une incertitude qui est très importante. C'est-à-dire on passe quasiment du simple au double. Sachant que mes petits points noirs, ils ont, alors notamment ceux que vous avez sur la partie droite, qui correspondent à des débits très importants, donc des débits où on a, on va dire, 50% d'erreurs dessus. Alors, si on a un peu de chance, ça tombe bien, parce que si on se dit, dans la marge d'erreur de ces petits points noirs, finalement, ils vont peut-être se rapprocher de la courbe rouge, mais ils peuvent s'éloigner aussi vers le haut. Donc on est dans cette... quand on évalue un aléa, on est dans ce monde d'incertitude, de la donnée de départ, du modèle qu'on va utiliser. Alors encore une fois, on utilise tout le temps le modèle Gumbel, cette droite moitié. Et puis, dans le fait qu'on a finalement relativement peu de données. Alors, pour fiabiliser ça, il faudrait plus de données. Si on avait beaucoup plus de points noirs, on pourrait mieux valider le modèle à employer, etc. Alors, on peut avoir plus de points noirs, il y a un certain nombre de méthodes pour le faire, avec des croisements régionaux, etc., avec des pluies, des méthodes historiques, parce qu'on est un peu orienté histoire normalement dans ce cycle. Donc, si vous allez sur ces territoires, vous allez retrouver des inondations, nécessairement, et vous allez trouver dans la presse, alors dans la presse il y a vous allez à la bibliothèque François Mitterrand, consulter les anciens journaux, vous allez dans les dans les archives des DT maintenant, voir un certain nombre d'éléments qui sont relatifs aux périodes où il y a eu des crues, et vous allez pouvoir reconstituer un certain nombre de données. Tout simplement, je ne sais pas, moi, à un moment, vous allez trouver une coupure de presse, comme quoi il y avait de l'eau, il y avait 20 cm d'eau dans l'église. L'église, elle n'a pas bougé. En principe, l'église est toujours là. Donc tout d'un coup, vous savez qu'il y avait 20 cm d'eau dans l'église, donc vous pouvez refaire le profil d'où passait l'eau, etc. Et vous allez rajouter des données, certainement avec un peu moins d'erreurs d'ailleurs que celles mesurées, et notamment vous allez les rajouter sur la partie la plus à droite de l'écran, donc celle qui est la plus intéressante pour caler ces méthodes. Sauf que si on commence à faire ça sur tous les bassins versants de France, c'est très bien, parce qu'il y aura beaucoup moins de chômeurs, mais qu'on n'a pas les moyens pour le faire. Donc, dans la pratique, ça se fait quand même assez rapidement. Un bassin versant qui est un peu plus grand, je ne vais pas beaucoup vous détailler. L'enjeu de cette recherche qui est un petit peu plus récente, qu'on a publiée en début d'année,
c'est qu'on a pris 4 modèles statistiques, et non plus 2. Donc il y a toujours Gumbel, mais vous avez donc ces 4 lignes, et qu'on leur a, parce que les modèles statistiques ont aussi une sorte de fiabilité, on leur a imposé une fiabilité à 95%. Donc on est sûr que l'inondation, dans ce cas-là, elle est dans cette masse bleue que vous voyez, à 95%, peu importe enfin, pour 4 modèles. On a pris les 4 modèles, les uns après les autres, on a contraint à 95% leur fiabilité, ce qui nous donne une sorte d'éventail dans laquelle se passe l'inondation. Et quand on fait l'éventail des 4 modèles superposés, ça nous donne cette masse bleue. Donc vous avez toujours en bas le temps de retour en abscisse et en ordonnée le débit. Ce qui veut dire que si je prends un débit de l'ordre de 1000 m³/s, qui correspond à ma barre rouge là, si je redescends, il est à l'extrême, il est aux alentours de 3 temps de retour 3 ans, et de l'autre extrême, le temps de retour c'est 1 siècle, 100 ans. Donc 1000 m³/s, quand on commence à questionner, on va dire, voilà, de manière mathématique les éléments, on peut juste vous assurer que c'est le débit, vous avez une chance sur 3 d'avoir dans l'année, entre une chance sur 3 et une chance sur 100. Et c'est... il n'y a pas plus... On ne peut pas avoir plus d'objectivité scientifique que celle-ci. On ne choisit rien là. On vous dit juste l'éventail, on vous borne l'éventail. Après, derrière, il y a quand même un territoire. Et les débits dont je vous parlais, ils représentent ça sur le territoire donc de la ville de Besançon, qui est en Bourgogne-Franche-Comté maintenant, Franche-Comté avant. C'est ça sur le territoire. Et donc ça, on ne peut pas dire plus, quand on est mathématicien, on ne peut pas dire plus que ça, c'est... Vous avez une chance sur 3 cette année d'avoir de l'eau jusque-là, ou, enfin, entre une chance sur 3 et une chance sur 100. Donc après, allez faire de l'aménagement avec ça. Allez faire de l'aménagement, donc on ne peut pas ouvrir l'éventail. Il faut se mettre à la place des services de l'État. On ne peut pas tout d'un coup dire on accepte de regarder la répartition des données et de caler le bon modèle statistique, etc. Parce que de toute façon, les modèles statistiques, il y en a autant que vous en voulez. Et puis on va rentrer dans un débat... voilà, personne ne va être d'accord sur le modèle à mettre, etc. Donc il y en a qui met Gumbel, et vous avez vu que Gumbel est le modèle minorant. Et ensuite, il y a une troisième incertitude, et celle-là, je peux vous dire que là, on fait des efforts absolument incroyables pour la réduire, qui est liée à... donc maintenant, on a fixé un début de référence, voilà. On vous a dit c'est 1000 m³/s. À partir de ce moment-là, on va regarder les incertitudes et les afficher. L'incertitude que vous verrez affichée dans vos cartes d'aléas, etc., c'est celle qui est après. Donc c'est celle qui est liée à, une fois que j'ai 1000 m³/s ou X m³/s, et que je mets ça sur un territoire, comment l'eau va se disperser et quelle zone elle va recouvrir. Et là, ça dépend finalement de toute la topographie et microtopographie que vous avez réussi à récupérer, etc. Et à votre modèle de dispersion de l'eau. Parce que l'eau, il faut qu'elle arrive, qu'elle ait le temps de passer dans les petits trous pour recouvrir derrière, etc. Et donc ça, c'est encore un autre modèle, mais qui est un modèle hydraulique qui s'applique sur des données spatiales. Donc, et celui-ci, il est
il est relativement contenu. Voilà, il n'y a pas énormément d'erreurs par rapport aux autres. On n'est pas du tout dans les 50% d'erreurs ou voire plus qu'on peut trouver sur les 2 autres étapes. Donc voilà ce qu'il en est. Et puis parce que je vais en rajouter une toute petite parce que c'est un peu le thème de vos cours, c'est que tout ça signifie une chose, c'est que les données historiques, elles sont toujours valables et qu'on a une stabilité climatique. Parce que si il y a un changement climatique, la donnée que j'ai mesurée il y a un siècle, et que j'ai calé en disant, voilà, en 1910, à Paris, c'était la crue centenale. Et le début de 1910, on a dit, c'est le début de la crue centenale. S'il y a eu un changement climatique, mais pas que, s'il y a eu un changement des pratiques agricoles, s'il y a eu une imperméabilisation des bassins versants, s'il y a eu, etc., le débit que vous allez retrouver dans la Seine, il a un peu évolué. Donc la façon dont on calcule l'aléa, il est quand même basé sur des données historiques dont on ne va pas discuter la pertinence vis-à-vis du changement climatique. Alors, on commence un petit peu à le faire, mais bon, il y a encore une incertitude sur le changement climatique dont vous entendez parler assez souvent. Donc, puisque normalement, à ce moment d'exposé, vous êtes en train de vous dire que je suis fou, pessimiste et je ne sais quoi, quelques crues qui sont passées, j'ai pas pris les dernières, mais quelques crues dont j'ai trouvé des débits de référence calculés dans des articles. À Prague, on nous a dit que c'était un temps de retour de 500 ans. En 2007, au Royaume-Uni, de 200 ans, très très supérieur à la centenale au Pakistan, à 120 ans, etc. Et de 400 et 800 ans, sont dit à New York. Toutes les crues sont, chaque fois qu'on les mesure, a posteriori, sont des événements absolument fabuleux qui, personnellement, me font simplement penser que la mesure, enfin l'évaluation qu'on avait a priori, on s'était un petit peu trompé. Et qu'on recale a posteriori en disant que c'était absolument exceptionnel, mais c'est peut-être parce qu'on avait mal évalué a priori l'ampleur du phénomène qui nous attendait. Donc ça, c'est la partie aléa. Je vous ai dit que le risque, c'est l'aléa qui a croisé les enjeux et la vulnérabilité. Les enjeux, finalement, c'est un petit peu ma remarque préliminaire. Des enjeux, il y en a toujours plus. Voilà, on construit des logements dans les zones inondables, ça ne s'arrête pas. Sur la vulnérabilité, je vais aller beaucoup plus vite. Ne vous inquiétez pas. La vulnérabilité, voilà comment on peut lier les différentes vulnérabilités. Et d'ailleurs, j'aurais dû mettre... c'est une adaptation de travaux de Magali Regueza dont vous avez cité un des articles, si j'ai bien suivi. Paris Cool-Til, c'est Magali Regueza. Donc Magali Regueza avait fait sa thèse sur la vulnérabilité de la métropole francilienne ou de Paris, en tout cas du territoire qui nous est proche. Et à travers ces travaux, on peut synthétiser la vulnérabilité sur ce schéma. Donc il y aurait... La vulnérabilité est aussi un concept qui évolue beaucoup dans le temps et qui va se décliner de manière très différente en fonction des époques. On peut appeler vulnérabilité liée à l'impact la fragilité qu'on a quand l'eau arrive. Est-ce que ma maison s'écroule ou pas, etc. Donc alors, l'impact, il est lié plus à l'aléa. C'est ça que je veux dire. Est-ce que l'eau va faire écrouler ma maison? Est-ce que le feu va le faire? Est-ce que le séisme, etc. Ensuite, est-ce que elle a elle-même des aspects de fragilité dans le sens peut-être plus particulier? Est-ce que
entre l'impact et la fragilité dans ces deux vulnérabilités, il y en a une qui est plus globale, est-ce que ça va résister, est-ce que mon enjeu va résister, et l'autre, est-ce qu'il a des éléments fragiles lui-même, est-ce qu'il est globalement étanche, sauf la porte. Donc est-ce qu'il a un certain nombre de fragilités qui sont la porte, la fenêtre, etc., sur lesquelles je vais pouvoir intervenir. Et tout ça donne la vulnérabilité physique. Ensuite, il y a un autre type de vulnérabilité qui est lié à l'exposition. C'est-à-dire, on va prendre un élément une activité temporaire. Est-ce qu'elle sera là le jour de l'inondation? Donc elle n'est pas forcément sur le lieu. Donc c'est aussi comment je me situe par rapport à cet aléa. Et puis on a tout ce qui est ensuite lié à l'organisation, à la vulnérabilité sociale. Alors l'organisation, ça va apparaître un petit peu plus tard dans l'évolution de ce concept. Et du coup, ça commence à être vers la fin des années 90, ou peut-être même milieu des années 90, la capacité qu'on a alors je ne vais pas dire de rebondir, vous allez me dire c'est la résilience, mais la capacité qu'on a à répondre à l'agression par l'aléa. Donc, quelle capacité on a? Est-ce que l'organisation peut tout d'un coup avoir des moyens de secours, de protection, etc. Donc, on fait rentrer, on commence à faire rentrer, quand on est sur les parties organisation et vulnérabilité sociale, des capacités de réponse de ce qu'on entend maintenant sous le vocable de résilience, qui est plutôt comment on agit sur le phénomène. Ça apparaît dans la vulnérabilité. Donc les deux termes ne s'opposent pas directement, pas toujours. Ça dépend comment on les regarde. Mais dans la vulnérabilité, on a dans les années 90 et 2000 beaucoup d'auteurs qui vont travailler sur la capacité qu'on a à répondre au phénomène, à s'en protéger, à y résister, à apporter des réponses. Une toute petite digression que je souhaitais apporter, c'est une autre vision, qui est plutôt une vision anglaise. Alors, en Angleterre, c'est le paradis de l'assurance. Tout s'assure, on peut mettre un prix sur tout, sur n'importe quel risque, etc. Donc, pour les Anglais, c'est la somme des enjeux avec le niveau de dommage. Le risque sur un territoire, c'est vous avez le nombre de maisons, si elles sont impactées à 10%, vous avez le coût de la maison, et le coût des réparations, etc. C'est votre risque. Donc c'est une vision très économique qui a à l'inverse, vous pouvez dire, si je me digue, ma digue, elle va protéger d'un risque qui est de tant d'euros. Elle va me coûter une somme, et tout d'un coup, on cherche un optimum économique entre la digue et le coût de la digue, le coût de la mesure de protection, avec la baisse du risque qu'on a derrière. En Suisse, on va classer l'intensité du phénomène avec sa probabilité. Le croisement de l'intensité du phénomène et de sa probabilité va nous donner des classes de risque, et on va faire des cartes de danger. Encore une fois, danger en Suisse est quand même ce qu'on appelle très proche de ce qu'on appelle risque en France, à savoir quelque chose qui est mesurable. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans cette approche, c'est une matrice avec des objectifs de protection en fonction des enjeux. Donc, donc en haut, vous avez les 4 colonnes qui correspondent à 4 périodes de retour. Donc un événement qui est de 1 à 30 nal, donc vous avez une chance sur 1 à une chance sur 30 de l'avoir chaque année, puis vous êtes dans la première colonne, et puis etc. Jusqu'à des événements qui sont au-delà d'une chance sur 300. Et en fonction du type d'enjeu,
vous avez une protection à assurer qui va varier. Donc on a quelque chose qui se module en fonction des enjeux. Voilà. Donc en France, on n'a pas ça. Enfin, si, on l'a pour les centrales nucléaires, je vous l'ai dit, mais après, on va dire dans l'aménagement courant, on n'a pas ça. Et on a aussi une autre chose, c'est que dans l'approche française, c'est qu'on est finalement que sur cette ligne rouge-là, que sur la crue centenale, qui est notre crue de référence. Alors, plus exactement, c'est la crue centenale, sauf s'il y a une plus grande crue connue. Dans ce cas-là, c'est la plus grande crue connue. Mais pour la majorité des territoires, c'est une crue centenale modélisée. Je vais vous donner un exemple de comment tout ça peut arriver sur un territoire à travers les ardoines. Donc c'est juste à côté du petit rectangle rouge de mon introduction. Donc les ardoines, c'est ce territoire-ci, où il y a une centrale EDF, il y a les Sanofi, les centres de recherche Sanofi, il y a un certain nombre d'éléments industriels et un territoire qui a un grand projet urbain, en tout cas support de grande réflexion sur les questions urbaines, mais qui est quand même très fortement inondable. Donc je ne sais pas si vous le reconnaissez, donc vous avez la ligne de chemin de fer là, et puis sur la partie droite vous avez la Seine qui fait une espèce de... Enfin, qui est incurvé là, et c'est donc entre l'espace de projet et entre la ligne SNCF à peu près et la Seine. Et donc vous voyez que pour une crue type 1924, donc de temps de retour 50 ans, donc une chance sur 50, on a 40% des territoires inondés qui sont les territoires plus à l'aval. Sur une crue centenale, on commence à avoir 80%, et puis centenale plus 1 mètre, 95% avec des hauteurs. Vous avez la légende là, voilà, vous avez quand même des hauteurs importantes. Entre parenthèses, le petit rectangle rouge qu'on avait en introduction se situe là dans les territoires qui ont plus de 2 mètres d'eau. Sur ces territoires, il y a une occupation du sol qui a été levée par l'équipe projet, qui était l'équipe SERA, donc l'équipe de David Mangin, qui a donc à partir de cette occupation du sol a donné une classe de fragilité. Voilà, donc l'industrie Seveso, c'est classé 5 en termes de fragilité, au sens, enfin, il explique vulnérabilité, mais c'est au sens de fragilité. Donc l'industrie Seveso, c'est Sanofi, notamment, et donc c'est extrêmement vulnérable. C'est surtout vulnérable par le risque que ça fait, que ça produit si c'est inondé. Et donc, ça lui donne des cartes de vulnérabilité. Il remplace les couleurs, les couleurs qui étaient d'occupation du sol par les couleurs de fragilité. Et ensuite, il mélange un peu exactement comme l'approche suisse, les cartes de danger suisses, c'est-à-dire qu'il fait une matrice entre la fragilité et le niveau d'aléa, et ça lui donne un niveau de risque. Donc quelque chose qui est de niveau 5 en vulnérabilité, au-dessus, là, le numéro 5, si c'est extrêmement vulnérable, même avec un petit peu d'eau, c'est un niveau de risque très élevé. A contrario, la vulnérabilité 1, même avec beaucoup d'eau, elle reste sur un niveau de risque moyen, qu'est le niveau 3. Donc ça, c'est la méthode proposée par l'équipe projet, l'équipe SERA, pour classer le risque sur ce territoire. Je vous la montre parce que c'est une méthode d'aménageur. Enfin, non, pas d'aménageur. La méthode d'aménageur, elle est juste après. C'est la méthode de l'équipe de maîtrise d'œuvre. L'aménageur a mentionné le besoin d'avoir une expertise sur ces questions et de ne pas suivre nécessairement ce qui était proposé par les équipes de maîtrise d'œuvre.
Donc, un groupe d'experts a été réuni et le but était de trouver une méthode à la parcelle de caractérisation de la vulnérabilité. Ce qui a été produit, c'est une approche enjeu par enjeu, uniquement sur 3 types d'enjeux, habitat, activité, équipement. Et les experts se sont mis d'accord sur 5 paramètres qui se déclinent ainsi. Donc la hauteur d'eau sur le bâti, en gros la vulnérabilité d'impact, que croise la stabilité de la construction, ça donne finalement un endommagement potentiel de l'enjeu. Ensuite, il y a la question de est-ce qu'il sera toujours desservi, alors pas que de manière routière, piétonne, etc., mais c'est aussi les questions d'électricité, d'assainissement, d'eau, toutes ces questions de génie urbain en général, qui donnera le niveau d'exposition. Et puis, est-ce que dans ces enjeux, il y a des occupants vulnérables, ce qui donnerait la vulnérabilité intrinsèque à la parcelle. Mais cette parcelle, notamment pour les équipements genre Sanofi, qui peuvent avoir des produits polluants, des choses comme ça, peut avoir un impact sur les parcelles qui sont à l'aval. Et donc, l'impact un dysfonctionnement d'un élément sur une parcelle peut générer de l'impact sur les autres et donc nous propose de la vulnérabilité globale. Donc ça, c'est la méthode qui sort des experts. Et quand elle est traduite par un aménageur, ça donne finalement un ensemble d'éléments qui vont être imposés à la maîtrise d'œuvre sur de l'identification de parcelles stratégiques, d'approches spécifiques, sur des nivellements, des formes, des dispositions constructives, des matériaux, des fondations, enfin voilà, quoi, sur la programmation, information. Donc on est sur une méthode d'expert qui ensuite est traduite en éléments d'aménagement. Quelques concepts. Alors, la première chose, c'est la première chose est plutôt un constat, c'est on va pas développer, mais ça c'est les événements, les événements qui forment le cadre actuel de notre politique publique de gestion des risques. Et vous pourriez remarquer qu'en fait, ils font tous suite à des grandes catastrophes. On est quasiment tout le temps dans la réaction. Donc 2003, c'est crue du Gard, voilà, et la loi préventive des risques technologiques, elle n'était pas prévue pour les risques naturels, mais comme il y a eu juste avant une catastrophe importante, elle a rajouté quelques articles sur les événements naturels. Celle-ci, qui est au niveau européen, la directive cadre inondation, qui est de 2007 au niveau européen, elle fait suite, c'est clairement écrit, à tous les événements qu'il y a eu en Europe, notamment l'Elbe, etc., mais aussi en Angleterre. Donc tout un ensemble d'événements extrêmement importants qui, tout d'un coup, font que l'Europe s'en préoccupe et sort une directive. Et directive qui nous occupe actuellement largement, parce que sa transcription en droit français est actuelle, et ils ont déterminé un certain nombre d'éléments, et ça va bientôt être fini, mais tout le grand chantier est là. Et là, un intérêt alors qui a été pondéré en France, mais la directive inondation, elle dit globalement il faut pouvoir gérer le risque et non pas gérer l'aléa, ce qui est quand même une grande évolution par rapport à notre tradition. Gérer le risque, ça veut dire tout d'un coup, on s'occupe aussi des moyens d'évacuation,
d'alerte, etc., et de manière beaucoup plus forte. Elle dit aussi qu'il faut prendre en compte des débits, enfin des niveaux de référence qui sont beaucoup plus forts que la centenale. Ils disent des événements extrêmes en indiquant que c'est au moins 500 nales, c'est entre 500 nales et millénales. Sur l'exemple des Allemands qu'on a vu avant, vous avez vu, ça va jusqu'à la crue millénale. Et quand on discute avec eux, et qu'on leur dit qu'on se prépare pour une crue centenale, ça les fait un petit peu rire, parce que comme dans la dernière décennie, ils ont eu quelques événements qui sont entre cinquantenales et millénales, pour eux, l'événement centenal est une crue moyenne. Donc ce qui est une crue extrême, où on s'interdit quelque part de penser que ça peut être plus que ça. Alors ça peut être plus, et l'avantage de cette directive d'innovation, c'est qu'elle nous oblige à le penser. Elle nous dit, bon ben ok, faites votre cadre de réflexion sur la crue centenale, mais vous devez quand même anticiper, prévoir. Et la suite doit être inscrite dans les textes. Donc les logiques d'interdiction, d'urbanisation, etc. sont toujours sur le débit centenal, mais on doit prévoir ce qui peut se passer après. Un autre élément avant d'enchaîner, que j'aurais peut-être dû amener avant, c'est... alors, je vous ai parlé de Lisbonne, mais au Japon, en 1959, il y a eu un typhon qui a amené des inondations importantes qui sont restées sur certains territoires pendant plus de 4 mois, ce qui a produit environ 5000 morts. Les fourchettes vont entre 4600 et 5100, quoi. Et 190 000 logements détruits. Donc c'est plus grand, c'est une ampleur plus importante que Katrina. Et en termes de gestion des risques, c'est le Japon. Vous connaissez, on va dire, l'avance qu'a le Japon sur tous les autres dans les systèmes de communication, d'alerte, de prévention. Ça vient de là. Voilà. Là, lorsqu'il y a eu cet événement, il y a eu une grande défaillance sur tout ce qui a été télécommunication, alerte et gestion extrêmement chaotique de l'événement, qui a amené à avoir donc quand on est face à un événement comme de ce type-là, on ne va pas créer des murs pour s'en protéger ou je ne sais quoi. Donc la réaction, enfin la seule chose qu'on peut faire, c'est apprendre, communiquer, savoir... Et toute la politique japonaise, d'ailleurs ma première image qui était l'eau qui rentrait dans le métro, c'était au Japon. Elle est basée, elle a été initiée très fortement après cette catastrophe. Donc pour moi c'est aussi un point d'articulation dans la gestion des risques et dans la façon dont on les appréhende. La Nouvelle-Orléans, c'était ça. Hein, ça c'est le district 5 qui est sûrement le plus touché, mais voilà. Et la Nouvelle-Orléans, le problème majeur qui s'est posé, ça a été le problème majeur après. Hein. Après, ça a été comment on reconstruit. Et le temps perdu avec des plans et des contre-plans, et des plans qui ne peuvent pas se mettre en place, et en fait, finalement, l'incapacité collective à rebondir rapidement, elle a été extrêmement bien analysée sur le cas de la Nouvelle-Orléans et de toutes ces agences d'archi, d'urba, de services d'État, etc., d'experts et autres qui sont venus proposer des plans et où finalement c'est plutôt la population qui a beaucoup
a beaucoup avancé de par elle-même. Alors, j'en viens à quelque chose que je n'ai pas mis dans la partie, dans la même partie que aléa et vulnérabilité, qui est la question de la résilience. C'est discutable. Est-ce que c'est une suite logique? Est-ce que c'est... Je ne saurais encore pas trop vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est Serge Lhomme qui avait fait ce schéma il y a quelques temps. C'est déjà que ça sort de beaucoup de... La résilience, ça sort de l'économie, ça sort de la psychologie, de l'écologie, de la science des matériaux, etc. Et ça renvoie à des termes qui sont finalement extrêmement variés. On pourrait même dire maintenant qu'ils s'opposent. Je pense qu'on peut en trouver qui s'opposent assez facilement. En tout cas, c'est un terme qui arrive de plein de lieux. Et ce qui est assez étrange, c'est que la vulnérabilité, par exemple, c'est quelque chose qu'on explore en aménagement, en géographie depuis pas mal d'années. Et la résilience, les premières fois qu'elle est arrivée dans nos champs, on va dire dans nos domaines, elle est arrivée quasiment en même temps que la vulnérabilité. Mais on s'est saisi de la vulnérabilité, pas de la résilience. Et actuellement, on redécouvre, dans nos disciplines, la résilience. Je ne sais pas pourquoi, j'ai une petite explication. La première chose que je voudrais... Une des explications, elle réside dans ces graphes. Vous avez là l'analyse d'une base de données qui s'appelle Web of Science, qui est une grosse base de données pour des scientifiques, quelque chose d'assez reconnu, peut-être la première. Et c'est le nombre d'occurrences, le nombre de fois qu'apparaît le terme de résilience et de vulnérabilité pour les articles qui sont dans le domaine aménagement, géographie, urbanisme, etc. Donc en noir, vous avez résilience et en gris, vous avez vulnérabilité. Vous voyez que alors, ces bases de données elles se constituent, elles ont beaucoup plus d'articles dans les périodes récentes, ce qui explique aussi que les courbes, puis la production avec les publications sont beaucoup plus nombreuses actuellement, juste parce que en tant que chercheur, on est évalué avec le nombre de publications qu'on fait, donc l'enjeu n'est pas de faire des publications qui regroupent tout ce qu'on fait, mais plutôt de faire plein de publications avec... donc on a un nombre énorme de publications qui est produit maintenant et qui est référencé dans les bases de données. Mais ce qu'on peut voir quand même, c'est que le terme de vulnérabilité est est beaucoup plus employé que le terme de résilience. Voilà. Il y a quand même un écart extrêmement important. Et le terme de résilience, il commence quand? Il commence à être employé en 2005, et c'est Katrina. C'est Katrina qui lance... c'est là que sort le terme de résilience dans nos disciplines, où on se dit, c'est là, au départ, on va dire, c'est la capacité de rebond. Et donc, comment, après un impact comme ça, il va y avoir un rebond? Et c'est le terme qui représente ça. Maintenant, si je prends une autre base de données, qui est Factiva, qui regroupe plutôt des articles de presse, des discours, des choses comme ça, donc qui est plus lié à la société civile. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, on remarque que le terme de résilience, actuellement, même c'était des études il y a 2-3 ans, est plus utilisé que le terme de vulnérabilité. Qu'il a commencé beaucoup plus tôt à être utilisé, et que finalement, en tant que chercheur, donc en tant que, on va dire, quelqu'un qui contribue à alimenter la base de données Web of Science, nous sommes très en retard. Nous sommes très en retard sur l'apparition de ce concept dans la société. Et les chercheurs sont plutôt en train d'essayer de trouver, d'analyser le concept, de regarder ce qui signifie, d'essayer de le rendre, de le borner, etc. Alors que le terme, lui, il est parti. Il a dépassé, en termes de nombre de
d'occurrence, il a dépassé celui de vulnérabilité, je remets celui de... Voilà. Ça, c'est les chercheurs. Ça, c'est... Donc on est un petit peu dans une logique développement durable, qui est partie beaucoup plus vite dans la société que dans le monde de la recherche, qui a beaucoup ramé derrière pour essayer de faire revenir, de trouver des concepts, etc. Donc derrière, ça renvoie en termes de recherche à un certain nombre d'éléments. Je vais en mentionner un, c'est une approche engineering, où on identifie un système, peu importe, hein, ce système, c'est cette boule que vous voyez, et l'enjeu de la résilience, c'est que cette boule reste dans cette cuvette, c'est-à-dire on la pousse et elle revient à son état d'origine, son état initial plutôt. Ça, c'est une approche de la résilience qui sort plus des sciences des matériaux, du côté engineering, etc., avec après plein de subtilités. Est-ce qu'on est dans des équilibres stables, conditionnels, instables, etc. Qu'est-ce qui fait que cette boule ne va pas changer d'état, passer d'un état d'équilibre à un autre, etc. Avec des approches qui peuvent être aussi en plusieurs dimensions. Je vais avancer. Avec, donc ça c'est très sciences des matériaux, hein, le fait qu'on peut, on est dans les, si vous voulez, en matériaux, on a les déformations élastiques, plastiques, etc. Donc là c'est exactement la même chose, c'est à quel point on peut mettre on va dire contraindre un système avant, donc on peut y appliquer une contrainte jusqu'à un maximum, puis après il casse, alors il casse progressivement, et si on retire à un moment cette contrainte, eh bien, il peut se restructurer différemment. Il y a quelques années, quand on a commencé à avoir la télé par les box, etc., je me demande si c'est pas dans les... Enfin, bon, je ne sais plus, il y a eu l'Euro, ou je ne sais pas quoi, de foot, et tout le monde s'est connecté en même temps, et il y en a plein qui n'ont pas pu le voir, parce que tous les serveurs sont tombés en rade, parce que toutes les connexions arrivaient en même temps. Ben, à ce moment-là, si on avait pu en déconnecter quelques-uns, juste pour permettre aux serveurs de continuer, et reconnecter après progressivement, on serait monté plus loin que le maximum qu'on a atteint quand ça s'est écoulé. C'est ça que ça représente. Et donc, on peut avoir plusieurs maximums qui s'enchaînent. C'est des visions, voilà, engineering. Alors, celle-là, c'est pas au bon ordre. Après, il y a une autre approche qui est, pour moi, totalement différente, qui est quasiment le contraire, qui est l'approche des écologues. En écologie, tout est système. C'est des écosystèmes dans lesquels il y a toujours des modifications et toutes les choses sont en train de se rééquilibrer en permanence. Et dans un système écologique, rien n'est stable. Et chaque modification engendre des évolutions sur le reste du système. Et donc on est dans un processus d'adaptation permanent, enfin d'évolution permanente, qui est on va dire le fondement de toute la science écologique. Et donc là-dedans, la question de la résilience, elle est vue dans une approche qui est tout sauf retournée à l'état initial et qui est basée sur tout sauf de la stabilité. Alors, ces deux éléments comme ça, pour vous montrer que les questions de résilience, on n'arrivera pas à une définition commune, parce que dès le départ, ça arrive de champs qui ont une approche extrêmement, quasiment radicalement opposée du problème. Le dernier point de mon exposé, ça sera sur comment on peut faire, quelle mise en action de la résilience on peut avoir, notamment dans les territoires urbains. Le premier axe qui me semble important, c'est appelé la résilience cognitive, comme la capacité qu'on a à connaître notre territoire dans les impacts qu'il peut y avoir, mais aussi dans les besoins et dans sa capacité de réponse.
un élément dont on ne parle pas, c'est ce qui se passe après, ou très peu. On parle des gens relogés, etc. Mais encore après, souvent, on a un certain nombre de tas de déchets à gérer. À Dresde, en 2002, c'était l'équivalent de 3 ans de production de la ville de Dresde. Katrina, en 2005, c'est 1 an et demi. Et Xynthia, qui est un petit peu différent, c'est 12 ans. Donc, du coup, Xynthia, c'est monté dans la nuit. Donc, dans la nuit, vous avez produit, ce territoire a produit la même quantité de déchets que ce qu'il aurait produit en 12 ans. Donc, vous imaginez bien que ça pose des problèmes en termes de gestion derrière. Mais surtout, ce qu'on voit, c'est que Katrina, c'est 1 an et demi, et Xynthia, c'est 12 ans. Et donc, on a une fourchette, encore une sorte d'incertitude, qui est quand même relativement importante. Si demain, combien de déchets on aura à gérer à Paris, je peux vous dire qu'on travaille avec les services de Paris là-dessus, parce que est-ce que ça sera 1 an, l'équivalent d'1 an de production de déchets, de 10 ans, on ne sait pas trop. Le deuxième point, c'est une approche de la résilience qu'on ne va pas exclure, mais qui est liée à la capacité qu'on a à se protéger et à assurer la sûreté de fonctionnement de tous nos systèmes urbains, donc à fiabiliser les services urbains, à trouver des redondances dans les réseaux, s'il y a des défaillances locales, etc. Pour reprendre ce qu'on faisait sur les quartiers, finalement, c'est comment donc là, vous avez tous des flux qu'il y a entre les éléments du quartier, ce qu'on analysait sur Mayence, etc. Donc tout ce qui se passe d'un élément sur l'autre, et est-ce qu'on peut fiabiliser ça? Le troisième axe, c'est la résilience par corrélation. Je sais pas, là, il y a un S qui traîne qui n'aurait pas dû. Donc, la résilience par corrélation, c'est quelque chose qui est très très peu exploré, mais qui existe quand même de manière, depuis longtemps. Alors, en fait, elle est sur un quartier, est-ce qu'un objet peut aider l'autre? Puisqu'on parle de smart, est-ce que la production locale d'énergie, le jour où je suis inondé, j'aurai plus d'électricité, mais est-ce que mes panneaux photovoltaïques peuvent m'aider et aider mes bâtiments voisins? A priori, pour l'instant, c'est pas prévu, mais en tout cas, c'est des choses qu'on pourrait envisager. Et sur le domaine de l'eau potable, ça existe depuis longtemps. Quand on a une sécheresse et qu'on a les niveaux d'eau potable qui baissent dans les réservoirs, on va appliquer des restrictions à l'usage. Qu'est-ce que c'est? C'est une interdiction de nettoyer sa voiture, de remplir sa piscine, etc. Et c'est une possibilité qu'on a de réduire l'usage et la demande qu'on fait au réseau. C'est extrêmement important, parce que si on va jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau, après, le réseau, il ne suffit pas de remettre de l'eau dedans, il faut tout le refaire. Et il a des fuites de partout. Donc on ne peut pas se permettre de vider totalement l'eau dans le réseau d'eau potable. Donc on a trouvé des moyens de corréler la demande qu'on fait au réseau avec sa capacité d'y répondre. C'est exactement la même chose qu'on pourrait imaginer sur d'autres types de réseaux. Est-ce qu'on est capable de corréler la demande qu'on va faire en électricité avec le jour de l'inondation, avec la capacité qu'on a, avec la capacité du réseau à amener cette électricité, que ce soit localement ou pas localement, hein, mais et sur tous les services urbains, sur le déplacement, je vous ferai pas la carte des flux des personnes en Île-de-France, mais ces flux-là, ils ne pourront pas être gérés le jour de l'inondation. C'est absolument impossible. Est-ce qu'on a la capacité aujourd'hui de limiter, de rationaliser les flux, finalement de prioriser tout ça?
pour s'adapter aux quelques ponts qui vont rester accessibles et aux quelques bouts de métro qui seront aussi. Enfin, peut-être. Et le quatrième axe, c'est les questions organisationnelles. Est-ce qu'on a la possibilité, notamment, d'aller mobiliser d'autres territoires en termes de secours, de récupération, etc. Sur mes schémas qu'on voyait depuis le début, c'est comment finalement mon quartier là, il va aller chercher des secours à l'extérieur pour ces flux, pour maintenir ces flux. Alors voilà, ça c'est deux petites images qui datent de 1910 et qui sont les déchets. Donc voilà ce qui se passait en 1910, on amenait les déchets, vous voyez, sur les ponts, puis on avait des gens qui, hop, ils mettaient tout ça dans la Seine, ça tombait bien, comme elle était en crue, les déchets partaient vite, et on a évacué les déchets comme ça. Actuellement, on n'est plus tout à fait sur le même type de déchets, puisque les écrans plasma, les réfrigérateurs, et je ne sais quoi n'existent pas, les robots mixeurs, et les médicaments, les pots de peinture, tout ça, voilà, c'était pas, il n'y avait pas ce type de déchets, donc c'était plutôt des matières, enfin du bois, des métaux, des choses comme ça. Donc on n'envisage pas d'avoir la même gestion des déchets en cas de grande crue actuellement. Voilà, ça c'est les déchets, c'est devant une maison à Xintia. Voilà ce qu'on y trouve. Alors Xintia, ça a été un exemple de cette résilience organisationnelle parce que la gestion des déchets, elle était faite par un syndicat qui était le syndicat départemental de la Vendée. Et les territoires impactés par Xintia, même si ça a été une catastrophe, ils sont relativement réduits. Et donc, à l'échelle de la Vendée, ils pouvaient absorber les déchets générés par Xintia, mais surtout, ils pouvaient les absorber parce que le syndicat a pu tout de suite mobiliser des camions, des moyens humains et matériels pour venir sur site et puis pour trier en partie, en tout cas, les déchets au moment de la collecte et donc pour pouvoir en remettre au moins une partie dans les filières de traitement. Si vous avez tout mélangé au départ, dans l'urgence, après c'est difficile de trouver des exutoires pour ces déchets. Ça n'ira pas dans les incinérateurs, voilà, vous n'avez plus qu'à les enfouir. Alors, pour quelque part résumer, on avait une gestion des risques qui était centrée sur les aléas. On a toujours une gestion des risques qui est centrée sur les aléas, d'ailleurs, à partir d'incertitudes, entachées d'incertitudes, et de certitudes croissantes avec les questions d'évolution climatique. Il y a eu des tentatives de gestion du risque par la vulnérabilité qui étaient essentiellement basées au départ sur des approches analytiques et économiques qui étaient de la rentabilité à faire de la protection. La question, c'est voilà, je ne vous ai pas fait le graphe du nombre d'euros que coûte tous les ans ce type de catastrophe, mais il est extrêmement croissant. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut qu'on passe à autre chose, à une vision plus, enfin en tout cas différente, je ne sais pas si elle est plus actuelle, plus contemporaine, plus je ne sais pas quoi, mais en tout cas à se dire que le risque, c'est un risque urbain. Et ce n'est pas un risque inondation, ce n'est pas un risque séisme, ce n'est pas un risque ceci, cela, c'est un risque urbain. Alors, personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse assez fortement depuis récemment, depuis quelques mois, peut-être à peine plus, et qui a été développé. Il y a eu un livre de Jocelyne Dubois-Maury, qui était la directrice de l'IEP
aménagement avant à Créteil, et qui s'appelait Risque urbain, et je crois qu'il date de 2004. Il y a quelques publications, mais très rares, et on s'aperçoit que cette notion, elle est déjà apparue, elle n'a jamais été reprise. Bizarrement, ça n'a pas été repris. Peut-être qu'elle est apparue trop tôt. On n'était quand même pas dans une époque où on parlait de système urbain tout le temps, de gestion locale, d'économie d'énergie, de tout ce que vous voulez. Donc l'approche que la ville peut faire des choses par elle-même était quand même beaucoup moins présente. Et c'est certainement, en tout cas, quelque chose à réinvestir. Après, le problème, c'est que quel concept, quelle méthode derrière, on est bien démunis, mais en tout cas, ça a un côté extrêmement stimulant qui est de ne plus faire porter le risque sur une hauteur d'eau, une vitesse de vent, un demi-degré, ou des choses comme ça. D'autres choses qui n'ont pas du tout été évoquées, qui sont la question de la gestion plus individualisée ou plus collective du risque. En Allemagne, c'est plus individualisé, très clairement. Ça permet de faire des choses très bien, mais il ne faut pas regarder aux endroits où ça se passe mal. Donc les exemples que je vous ai donnés de l'Allemagne, ils sont assez fabuleux si vous y allez, mais je pourrais vous donner aussi quelques lieux où c'est absolument catastrophique. Vous les trouverez en principe pas trop dans les enfin c'est pas des lieux vitrines, mais il y a des lieux. Enfin vous avez des gens qui ont eu 150 000 € de dommages et 50 € de remboursement. Quand ça vous arrive une fois, il y en a qui trouvent les moyens de s'en relever, il y en a qui ne trouvent pas les moyens de s'en relever, ou très très difficilement, avec d'autres risques qui apparaissent. Donc le côté collectif individualisé, je n'ai pas évoqué, il est très difficile à approcher. Ce qu'on peut dire, c'est que donc, l'Allemagne s'oriente de plus en plus vers en tout cas de la solidarité en termes assurantiels, ce qu'elle n'avait absolument pas, et l'Angleterre aussi. L'Angleterre commence à dire le fait qu'une situation génère un risque et que ce risque a un coût et que c'est celui qui est dans cette situation qui doit l'assumer et lui seul. Ils s'aperçoivent que c'est plus possible, c'est plus tenable. Donc ils sont en train de mettre en place un fonds qui est un fonds de solidarité, un petit peu comme ce qu'on a en France. Donc le côté, il suffit de plus vous rembourser quand vous êtes impacté, et puis comme ça vous vous protégerez par vous-même. Il marche pour les gens qui ont les moyens de se protéger par eux-mêmes. Et ces quartiers allemands, en principe, c'est des quartiers où vous rencontrez plus de Porsche que de Clio. Et ils se protègent bien et tout ça marche bien. Ce pas des quartiers où il y a de la mixité, les quartiers vitrines. En fait, ils font de la mixité, mais ils ne la font pas nécessairement à la même échelle que nous. C'est-à-dire qu'elle peut être un peu plus loin, la zone des 20% logements sociaux. De la même façon, nous, on gère l'eau, il faut qu'elle soit gérée à l'échelle du projet urbain. Eux, ils peuvent prendre de la place à l'eau, donc empêcher l'eau de déborder sur un projet et redonner de la place à l'eau un petit peu plus loin. Ce qu'on ne peut pas faire. Nous, on a une gestion des échelles plus petites. Habiter les zones sous contrainte environnementale, c'est une réalité. Comment y habiter? On ne s'est pas posé la question. C'est très caricatural. Il y a 2 ans, j'étais exactement à la même place, dans une équipe des ateliers national territoire du ministère, sur des questions de risque avec une équipe de maîtrise d'œuvre. Donc il y a des choses qui commencent à se faire, il y a eu un concours national,
Mais globalement, dans la réglementation française, si vous regardez ce qu'il y a écrit dans les plans de prévention des risques, à part remonter vos prises juste au-dessus de la zone inondable et 3 mesures de ce type, il n'y a rien. Le dernier point, c'est qu'on est quand même sur encore, je ne sais pas si c'est bien ou mal, hein, mais on est quand même sur des questions de normes. On propose des normes et on a du mal à passer sur des logiques de performance. Or, si on veut habiter les zones à contrainte, peut-être que ça serait plus intéressant de proposer que l'État, ou je ne sais qui, en tout cas qu'on ait une gestion publique des risques sur la base de performance et d'évaluation de ces performances. Et, parce que les normes qui s'appliquent de la même façon sur tous les territoires français, alors elles posent des problèmes, hein, mais des fois elles sont contre-productives. Il y a des normes, on peut trouver des situations où la norme crée du risque. Il y en a une à Cahors, par exemple, mais on peut en trouver quelques-unes, donc il y en a forcément des... Voilà. Et puis parce que ça bloque quand même, ça bloque énormément ces territoires. Et les logements que je vous ai montrés, tout au début, qui se construisent dans des zones où on ne devrait pas construire, on est un peu devenu champion du monde de contourner la norme, de contourner le plan de prévention des risques d'inondation, en tout cas. Il y a un certain nombre de consultants qui sont souvent assez bien payés par les collectivités locales pour casser les PPR et puis pour finalement obtenir des autorisations à construire. Alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a l'autorisation, on l'a, mais sans s'être posé la question de comment on va faire. Et derrière, la ville, elle part comme elle part partout ailleurs, ou quasiment. Je pense que la question de la performance, elle serait plus... elle a un côté plus souple, c'est-à-dire qu'elle permettrait aussi aux collectivités locales qui sont contraintes dans des situations où elles ont que ça, que ces zones à risque, finalement, peut-être en investissant plus et en faisant les choses différemment, en Allemagne, ils y arrivent. Voilà. Je suis d'accord, c'est des zones très particulières où il y a de l'argent, où il y a... Voilà, mais... oui. Alors, généralement, je dis ça, vous voyez, venez travailler sur le domaine des risques, ça peut être hyper romantique, très beau, et voilà, ça fait rêver. Vous pouvez même regardé, c'est une station d'épuration flottante, avec des logements qui arrivent par bateau, qui viennent se pluguer sur ces routes flottantes, stations d'épuration flottantes, avec de l'eau propre, etc. Donc c'est un milieu de rêve. Alors généralement, je mets juste derrière la photo des déchets de Xintia pour dire que moi, je ne vais pas tomber à l'endroit le plus romantique, c'est dommage. Aujourd'hui, je vais juste vous montrer une porte, parce que moi, je voulais cette image. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais envoyé cette image au départ, et puis en fait, elle était trop sombre pour être... mais en tout cas, là, c'est Hambourg, et c'est ce que vous voyez en haut de l'écran, c'est une énorme porte qui se ferme en cas d'inondation. Et voilà, Hambourg, c'est le démonstrateur de toutes les portes anti-inondation que vous pouvez imaginer et même pas imaginer. Chaque fois qu'on va s'y promener, on en redécouvre des plus étranges les unes que les autres. Merci.